RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF, les enfants du jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance ou leur adolescence marquée par la guerre. Et aujourd'hui, c'est Jacques Mouchel qui nous raconte son histoire. Le 6 juin 1944, il avait 13 ans. Il se trouvait à Théville dans le Val-de-Serre. Le nord-est du Cotentin a attendu quelques jours avant de voir les Alliés débarquer. Jacques nous partage ses années à la campagne pendant l'occupation, les bombardements répétés et l'arrivée des Américains. Les enfants du jour J, Bénédicte Buisson. Mes premiers bons jours avec les Allemands, on remontait de l'école, j'avais 10 ans, alors un convoi de motos et de sidecars, et puis quelques camions. Les moteurs étaient habillés un imperméable kaki, un ciré, et puis le casque et le fusil en bandoulière. Puis alors des grosses motos, disons, ça faisait du bruit. Alors ça a été le premier bonjour, ça. Et puis alors petit à petit c'est venu arriver. Alors les premières troupes qui sont arrivées, c'était pas des camions, c'était des chevaux. À la maison, il y en avait une vingtaine. Dans la cour, il y avait des chevaux, il y avait 20 chevaux. Alors il y avait une animation. Forcément, quand ils arrivaient, ils prenaient toute la commune. Il y avait la roulotte, la cuisine roulante, qui était dans une ferme. Alors ils allaient tous se ravitailler là-bas. Et puis à la maison, il y avait 2 officiers qui avaient pris une chambre et 2 pièces en bas. Alors une pour faire leur bureau, et puis alors l'autre pour les repas. On vivait avec eux, c'était pas des étrangers, ils faisaient partie des meubles. On parlait pas allemand, c'est eux qui parlaient. On se comprenait bien. Oh, il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'on parlait, mais on écorchait la langue pour se comprendre, quoi. C'est pas un problème, ça fonctionne. Quand ils étaient chez nous, on les côtoyait, comme on est là. On parlait de la pluie, du beau temps, de tout. Il était agréable à discuter. C'est eux qui faisaient l'effort. Ils nous comprenaient bien, nous, puis on était gamins en plus. Mais ils étaient là, on savait que c'était un groupe, un régiment qui était arrivé là. Point final, on ne parlait pas. Chez nous, quand les Allemands étaient là, ils ont été là. Peut-être 1 mois, 2 ou 3 mois, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Mais des amis, vraiment des amis, mais racontaient leurs histoires, pas question. C'était le secret partout. Dans ces années-là, j'ai vu aussi le maréchal Rommel arriver. On remontait la rue, on venait de l'école comme toujours. Alors on voit un convoi de voitures, une demi-douzaine, qui descendait. Et la commandature était en descendant la rue à Saint-Pierre, sur la droite, au numéro 17 et 19, une grande maison. La commandature était là. Alors, ils venaient de Maupertu, visiter les terrains où ils plantaient ce qu'ils appelaient les cierges de Rommel. Alors, il venait de faire la visite de tout ça. Oh, alors, il est descendu. Alors, nous, ils nous ont fait mettre sur le trottoir, gentiment. Et puis, il est descendu, la casquette kaki. Et puis, une visière comme ça, disons. Ouais, c'était impressionnant. Je le vois encore. Ça marque. Alors, mais ils nous ont été sympathiques avec nous. Alors, on a vu ça. Et puis, bon, il y avait toute la qui suivait. La guerre rime aussi avec pénurie. Jeunes et moins jeunes mettent la main à la pâte pour fournir les denrées essentielles au village. Alors il y a le boulanger qui n'a pas de sel pour faire le pain. Alors avec la maringotte toujours, mon père m'envoyait. Je prenais le boulanger en passant à Saint-Pierre, puis on allait à Coqueville chercher de l'eau de mer.
On a rapporté 600 litres pour qu'il fasse le pain. Il n'avait pas de sel. On allait chercher des barriques d'eau. On emplissait les barriques, puis on prenait un petit réconfort au café qui était à côté. Après, c'est des bons souvenirs, ça. Il y en a d'autres qui sont plus durs que ça, mais ça, c'est des bons souvenirs, ça. Bon, je vais vous dire qu'on manquait pas de grand-chose. À la campagne, il y a eu à tous. C'était les chaussures, surtout. C'était ça, l'habillement encore, quoi, ça allait. Mais on avait des galoches à l'époque. Quand les Américains sont arrivés, alors là, on leur fait le plein calva égale chaussures. Mais à l'école à Saint-Pierre, il y avait les Allemands qui étaient là aussi. Ils avaient pris les 2 bâtiments, les 2 étages, le premier et le deuxième. Ils étaient là, alors nous, on était dans les classes, il fallait vivre avec eux. Puis tous les jours, c'était un régiment qui était là. Alors nous, on avait les récréations entre deux quand il y avait de la place, parce qu'ils défilaient. Il y avait 4 gros tilleuls dans le milieu de la cour, au carré. Alors ils tournaient autour, ils marchaient au pas, puis ils apprenaient à marcher par 5, 6. Alors nous, quand on était en classe, on levait la tête pour regarder ce qui se passait en ligne et tout. Oh, c'était spectaculaire, hein. Puis alors c'était militari, hein. C'était pas, il n'y a pas de faux pas, hein. Alors par contre, les profs, c'était coup-ci, coup-ça, hein. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pas grand-chose, alors nous, on n'apprenait pas grand-chose non plus. On aurait pu faire des champions, mais pas tel qu'on était. Oui, alors à cette époque-là, il y avait pas mal de trafic d'avions qui venaient. Des avions allemands, anglais, tout le monde venait. Alors, mes parents m'ont mis en pension à Montebourg. Alors, à Montebourg, j'y suis resté 2 ans. On n'a pour ainsi dire rien fait du tout. Parce que il y avait des batailles aériennes sans arrêt. Alors, les fenêtres, il n'y avait plus de carreaux. C'était des grosses couvertures piquées. On était 54 dans la classe du certificat, alors que Cherbourg, Saint-Paul, il n'y a plus personne, parce qu'à Montebourg, il y avait la ferme, et il y avait à manger à la ferme. Qu'à Saint-Paul, il n'y avait rien. Alors ils étaient tous à Montebourg. Alors les profs, c'était plutôt la crise. Tous ceux qui étaient planqués, ils avaient un diplôme carton, quoi, qui valait pas grand-chose. Alors nous, on subissait pas les conséquences, c'était moins dur. C'était pas le pire, parce que c'était une animation. Des batailles aériennes, j'en ai vu tous les jours à longueur de temps, des petits avions chasse anglais contre les Allemands. Ça, c'était spectaculaire. Les avions, ils montaient, alors à fond les manettes, et puis ils redescendaient. Des batailles aériennes, ça valait son pesant d'or. Puis on en a vu pendant 2 ans. Alors, quand il y en avait un qui tombait, à chaque fois, il y en avait un. Alors, il tombait toujours dans les communes de Mondeville, Joganville, toutes les communes d'alentour. Alors, le dimanche, le lieu de promenade, on allait voir où était tombé l'avion. Non, on n'avait pas peur, on vivait dedans, on était dedans. On s'habitue à tout. Témoin régulièrement de ces batailles aériennes, Jacques a côtoyé à plusieurs reprises la mort, sans avoir toujours conscience du danger. Les pilotes qui s'éjectaient, alors là, on en a vu. Alors un jour, c'était plus tard, c'était en 42. On était dans la cour, tous. On voyait l'avion, un bimoteur anglais qui arrivait, puis qui baissait. Alors il a mitraillé, bombardé l'aéroport. Et puis quand il remontait, il avait été touché, il flambait. Alors on le suivait, alors il est parti en flambant, alors ça commençait à tomber à l'arrière, une porte arrière, une roue, puis il a refait demi-tour pour revenir se poser, mais dans l'axe de la maison. Alors on le regardait, et puis ils se sont posés un petit peu trop vite, ils ont en plein sur un talus, sur un fossé. Alors ils l'ont rentré dedans. Alors il y en a un qui a sauté à 100 mètres de haut à peu près. Alors les Allemands l'ont récupéré, il avait les 2 jambes cassées. Et puis alors les autres, ils ont tombé avec l'avion. Alors moi et puis mon premier frère, André, on est parti, on avait 12 ans. On est parti comme des lapins pour voir où c'est qu'était tombé l'avion. Alors on est arrivé, bien sûr, il était là. Ça mitraillait de partout. Il était plein de munitions.
les balles, ciao, ciao. Mais alors, on est parti là-dedans. Les 2 pilotes étaient enterrés jusque-là. Oh, je les vois encore. Hein. On ne se rend pas compte, mais ça pétait de tous les côtés. Il était plein de munitions. C'est du véhicule, mais c'est des souvenirs qui restent, ça. Tant qu'on y était, nous, il y a le curé qui est arrivé à la Béculeron, qui est venu avec sa soutane et puis la barrette, bénir les 2 pilotes qui étaient enterrés. Alors bon, il a pris des risques aussi, mais on prend des risques sans s'en rendre compte. J'ai jamais eu peur de rien. Après, je m'étais toujours dit, bon sang de bonsoir, ces gens-là, ils doivent avoir de la famille quelque part. Alors je m'étais renseigné à Cherbourg, il y a une association. Alors ils ont toutes les dates, ils ont tout. Alors celui-là, il partait d'Angleterre en 42, et puis c'est bien noté dessus qu'il a été abattu dans la région de Ville-Saint-Pierre. J'ai réussi à avoir de par eux l'adresse de leur famille. Alors j'ai pris des photos sur l'endroit où était tombé l'avion, il y avait le trou, il y avait tout. J'ai pris une carte, puis je leur ai fait le circuit, et puis je suis allé prendre des photos. Ils sont enterrés au cimetière à Cherbourg. C'était un cimetière spécial. Alors ils sont tous les 3 côte à côte. Alors, j'ai pris des photos, et puis je suis retourné sur les lieux de où il était tombé. J'ai retrouvé une boucle de ceinture, et puis une plaque minéralogique, et je leur ai tout envoyé là-bas. Oh, ils m'ont répondu, ils ont été heureux. Hein. Ils ignoraient tout. Ils savaient qu'il était tombé en Normandie, et puis c'était tout. Ah oui, là, ils étaient heureux. Hein. Peu de temps avant le débarquement, j'étais en train de travailler auprès de la mairie. Alors on travaillait avec un petit ouvrier, on travaillait à la main bien sûr. Un avion qui passe, mais pas très haut. On entend une bombe qui sifflait, mais au-dessus de nos têtes. Et que ça mitraillait, les balles nous tombaient à côté, bon. Alors on se remet à traire, un deuxième qui arrive. Alors le carrefour, quand on vient de Saint-Pierre, pour aller chez nous, la bombe est tombée en plein là, dans le milieu de la route. Alors, ils visaient un camion allemand qui était garé là. Les Allemands qui étaient dedans étaient partis dans les clos à côté. Et on en a retrouvé un 2 mois après, en décomposition complète. Et puis alors, il y avait un trou, la route était défoncée. À l'époque, il y avait des lignes téléphoniques, alors il y avait une vingtaine de lignes, de fils. Puis de l'autre côté, c'était la ligne électrique, il y en avait 3 ou 4 fils. On allait se remettre à traire, on voit un deuxième qui arrive. Alors, on le regardait. Et il faisait qu'il mitraillait, les balles nous sifflaient tous les côtés. On le regardait, et puis il y a une bombe qui est tombée à moins de 100 mètres, à 80 mètres de nous à peu près. Ça a fait drôle. Il tirait, il remitraillait sur le camion, mais les balles, les douilles nous tombaient aux pieds. Alors je me souviens d'avoir voulu en ramasser une, je n'ai gardé le souvenir un bout de temps. Alors pendant ce temps-là, à la maison, mes parents, ils étaient tous dans la cheminée. Alors ma mère, qui était une croyante, qui récitait des pater et des ave, et puis elle a eu la bonne idée de promettre, c'est bien, elle avait des bijoux de famille, oh, elle a dit, s'il en réchappe, je donne mes bijoux aux orphelins d'Auteuil. Oh, manque de chance, je n'ai pas été tué. Alors, j'arrive à la maison, ils étaient tous dans la cheminée. Voilà, pour traverser la route, ça a été un gros problème, parce qu'il fallait traverser, il y avait des fils partout. Puis j'arrive à la maison, alors, ils étaient tous blottis dans la cheminée. Quand ma mère m'a vu, alors elle a donné tous ses bijoux aux orphelins d'Auteuil. Je pensais pas valoir tant que ça. Alors, les bijoux de famille, il n'y en a plus, il a tout donné. Oh, c'est une catastrophe, ça. Oh, c'était pas triste. Alors, on a failli pas ce jour-là, c'est sûr. Mais enfin bon, on n'en est pas mort. Le D-Day approche. 3 semaines avant le débarquement, Jacques Mouchel et ses camarades sont renvoyés de l'école. Les Allemands, eux, ont déjà quitté le village. Oh, ça va pas grand-chose. Hein. Et puis, il n'était pas question d'avoir un poste radio. Surtout pas question. Alors là, il y en avait qui avaient des postes à galène. Là. Mais il fallait les camoufler. C'était dangereux. Hein. On était toujours en alerte. C'est sûr que on ne savait rien. Même le jour du débarquement, le 6 juin, on l'a appris le lendemain, ça venait pas vite. Hein. Tout le monde s'attendait à tout quand c'est comme ça. Hein. Tout peut arriver. Hein. Quand ça craque de partout. On était habitué aux batailles aériennes tous les jours. L'aéroport, alors ça mitraillait. C'est pareil tous les jours.
ça bombardait. Alors, il n'y a plus de date, hein. Quand c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de date qui tienne. Oui, alors on a appris qu'ils étaient débarqués, puis petit à petit ils sont arrivés. Alors quand ils sont arrivés, les premiers, c'était les troupes de choc qu'ils appelaient ça. Ça devait être tous les évadés d'Alcatraz qui étaient arrivés là. Ils avaient vidé les prisons, puis c'était les premières lignes, ça. Il y avait beaucoup de Noirs. Puis alors ils étaient dopés, hein. Alors ils partaient de la maison. Alors il avait des sacs, nous on n'avait plus de chaussures. Il avait des sacs comme ça, plein de chaussures toutes neuves, des chaussures montantes un peu, des belles chaussures. Alors il nous donnait des chaussures, et puis on donnait du calva. Il était déjà dopé, il prenait un coup de calva, et puis il partait, direction l'aéroport, et puis il arrivait à Fermanville, aux Marettes, les Marettes à Fermanville. Alors c'était les blocos qui étaient là, les Allemands étaient là, enfermés dans les blocos. Alors les autres entraient au corps à corps, à la baïonnette. Alors il y en a beaucoup qui restaient, puis ceux qui revenaient le soir étaient débouchés. Je ne vais pas dire que c'était spectaculaire, mais quand on voyait ça, hein, ils revenaient, et puis le lendemain ça recommençait. Puis alors, calva, chaussures, églou. Oh, c'est des souvenirs, mais c'est des bons. C'est du vécu. C'est une page qu'il a fallu vivre. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit les Américains ou les Allemands, il y avait qu'à s'adapter, point final, sinon. Alors la résistance, bon, il faut qu'il y en ait, mais moi je crois que quand on est à la campagne, il n'y a qu'à aller au boulot. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo, à retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.